Un fil invisible. Il fut un temps où le mot « yoga » me sonnait à l'oreille, comme des postures impossibles et des gens dans des temples lointains. Jamais je n'aurais imaginé que le vrai yoga, mon yoga, je ne le trouverais pas sur un tapis exotique, mais dans l'arôme inimitable du cuir fraîchement coupé, dans le son rythmique de mon aiguille pénétrant la semelle et dans le profond silence de mon petit atelier. Mon nom est Pavan, et voici l'histoire de la façon dont la cordonnerie m'a appris à respirer vraiment, à sentir avec chaque fibre de mon être, à vivre avec une conscience et une connexion qu'aucune école ou gourou n'aurait pu enseigner. C'est l'histoire de le yoga du cordonnier. Chapitre 1. Le cordonnier inconscient, le germe du yoga. Dans mon quotidien comme celui de n'importe qui d'autre, les heures étaient remplies d'une multitude de choses. Il y avait le tracas des démarches, les conversations parfois triviales avec les clients, les moments de hâte qui vous coupent le souffle et, oui, aussi ces périodes d'ennui qui, comme du sable fin, se glissent dans la routine. On faisait beaucoup de choses en une seule journée, et toutes ne vous laissaient pas ce sentiment tant désiré de plénitude. Mais il y avait un moment, un espace sacré qui a toujours existé et qui était profondément différent. Un véritable refuge, une ancre pour mon esprit. Ce moment immuable, c'était quand je m'asseyais pour coudre des chaussures. Comparé à toutes les autres activités de la journée, qui souvent me dispersaient ou m'épuisaient, c'était le moment où je me sentais vraiment bien. Ce n'était pas une simple tâche de plus sur la liste, c'était un portail. Un espace où le bruit incessant du monde extérieur s'éteignait complètement. Mes mains se mouvaient avec une cadence qu'elles connaissaient par cœur, presque par instinct, une sagesse acquise au fil des ans. Le fil glissait à travers le cuir avec une résistance familière, presque une conversation. Et mon esprit, qui sautait auparavant d'une pensée à l'autre comme un singe agité, se concentrait entièrement sur l'aiguille, sur chaque point, sur le mouvement suivant et précis. C'était comme si chaque couture était une respiration consciente, une expiration de concentration, et chaque chaussure qui prenait forme sous mes doigts, une méditation en soi, active et tangible. Et non, je ne le faisais pas seulement pour l'argent. Bien que le gagne-pain fût, bien sûr, une nécessité, il y a eu de très nombreuses fois où je l'ai fait gratuitement, poussé par une passion et une impulsion qui dépassaient l'aspect économique. C'était des actes de pure création pure, d'offrande. La vraie récompense ne résidait pas dans la monnaie que je pouvais recevoir, mais dans le sentiment profond d'être connecté, de faire quelque chose avec un but clair et avec le cœur dans chaque point. C'était un don. Pendant 25 ans, toute une vie consacrée à ce métier, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui cousait plus vite que moi. Ce n'était pas quelque chose que je recherchais activement, ni une compétition dans laquelle je m'engageais avec d'autres. Cela arrivait tout simplement. Mes mains et mon esprit se mouvaient avec une fluidité et une efficacité qui permettaient à chaque point d'être réalisé au bon moment, sans hâte qui nuirait à la qualité, mais sans pause qui briserait le rythme. C'était une danse silencieuse, une cadence qui m'était propre et qui, sans que je le sache alors, était mon premier et plus authentique maître de pleine conscience. La vitesse n'a jamais été l'objectif final. Elle était la conséquence naturelle d'une immersion totale et sans faille dans le travail. Une manifestation silencieuse et presque mystique de ce profond bien-être que je trouvais en cousant. Chapitre 2. Le défi de la machine. L'épreuve du yoga artisanal. Mon monde, celui des cordonniers manuels, ne tarda pas à ressentir la pression d'une force imparable. Ce ne fut pas un changement graduel. De ceux qui vous permettent de vous adapter petit à petit, ce fut plutôt une immense vague qui balaya les vieilles coutumes et les savoirs ancestraux. Soudain, les machines sont apparues, et avec elles, une ombre menaçante se projeta sur l'art délicat de la couture à la main. Il ne s'agissait plus seulement de mon métier, c'était devenu une question de survie, même d'une forme d'art, d'une tradition. Du jour au lendemain, j'ai dû obligatoirement rivaliser avec elle. Le marché réclamait de la vitesse,
du volume massif, une uniformité que, à première vue, seule une machine pouvait offrir avec une perfection apparente. Mais au milieu de cette tourmente, quelque chose de particulier, presque paradoxal, commença à se manifester. Les machines, avec toute leur ingénierie brillante et leur promesse d'efficacité infaillible, avaient un point faible crucial. Une vulnérabilité inhérente, elles tombaient en panne. Elles échouaient. Elles nécessitaient un entretien constant, un remplacement interminable de pièces détachées, et souvent, leurs produits manquaient de la durabilité intrinsèque et de cette âme subtile que le travail manuel parvenait toujours à imprimer. Et moi, que le cordonnier, avec mes mains calleuses, mon aiguille infatigable et mon fil résistant, moi je ne tombais pas en panne. C'était mon avantage silencieux, mon arme secrète. Tandis que les machines s'enrayaient, que leurs engrenages complexes grinçaient ou que leurs moteurs surchauffaient et s'arrêtaient, je continuais à coudre. Mon rythme, constant et fluide comme une rivière, n'était pas altéré par une défaillance mécanique ou une interruption technique. Ma concentration, ma patience inébranlable et ma résistance, forgées par d'innombrables heures de travail, et cette sensation particulière de bien-être en cousant, me permettaient de persévérer et de surmonter les obstacles là où la technologie la plus avancée flanchait lamentablement. C'était une compétition inégale, oui, une bataille de l'homme contre l'acier, mais le résultat, pour moi, était toujours le même, je les surpassais toujours. Ce n'était pas seulement une question de vitesse pure, c'était une question de fiabilité absolue, d'une qualité intrinsèque que le temps et l'usage ne faisaient que révéler, d'un engagement inébranlable envers chaque pièce qu'une chaîne de montage ne pourrait jamais reproduire. La machine était froide, prévisible dans son imperfection mécanique, statique dans sa conception. Mon travail, en revanche, était imprégné d'une résilience humaine, d'une vitalité qui refusait de céder, d'être uniforme, de perdre son essence. Et il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'intangible qu'aucune technologie, aussi avancée soit-elle, ne pourrait jamais reproduire, quelque chose qui ne pouvait même pas être mesuré par les froides statistiques de production ou les graphiques d'efficacité. Il y avait une atmosphère, une énergie palpable dans mon atelier. La joie que l'on ressentait dans l'atelier quand j'étais là, celle-là n'existait dans aucune machine. C'était le son du cuir que l'on travaillait, le sifflement de l'aiguille qui passait, oui, mais aussi celui de ma respiration consciente, de ma profonde concentration. Le petit fredonnement d'une mélodie presque oubliée dans mon esprit. La satisfaction silencieuse de voir une forme naître et prendre vie sous mes mains. Les machines pouvaient faire du bruit, elles pouvaient vibrer, et elles pouvaient sans aucun doute produire en masse, mais elles ne pourraient jamais générer cette chaleur humaine, cette connexion authentique, cette étincelle de vie qui émanait du travail fait avec âme et dévotion. C'était la différence abyssale entre une ligne de production impersonnelle et un sanctuaire personnel de création, entre l'efficacité froide et la vibration chaleureuse de la dévotion humaine. Chapitre 3. Le sommet de la maîtrise, au-delà du mécanique. Aujourd'hui, mon métier a évolué à un niveau qui dépasse de loin cette ancienne concurrence avec les machines. C'est un saut qualitatif, une nouvelle dimension dans la création de chaussures. Actuellement, je fais des choses qu'aucune machine ne pourrait faire jusqu'à présent, des réalisations que la technologie actuelle ne peut tout simplement pas reproduire. Mon habileté a transcendé le purement mécanique. Prenons un exemple concret. Aucune machine, aussi sophistiquée soit-elle, n'est capable de pénétrer dans des endroits aussi complexes et délicats à l'intérieur de la structure d'une chaussure comme je le fais. Je parle de ces zones complexes où le cuir s'unit, où les coutures internes doivent être impeccables, où la forme doit être manipulée avec une finesse presque chirurgicale pour assurer un confort et une durabilité définitifs. Ces petits recoins, ces angles impossibles pour un bras robotique, sont ma toile. Alors qu'une machine standard peut manipuler une pièce en 2, 3 ou peut-être, avec beaucoup de difficultés, en 4 points différents à la fois.
Dans mon cas, mes mains et mon esprit synchronisés peuvent la manipuler en 8 ou 9 points simultanément, ou avec une vitesse de transition entre eux qu'aucune programmation ne peut égaler. Cette capacité à contrôler plusieurs variables en même temps est ce qui me permet de sculpter la chaussure, et pas seulement de l'assembler. C'est crucial pour comprendre l'essence de mon travail. La machine, avec sa précision robotique, peut être millimétriquement exacte, oui. Sa production est uniforme, chaque pièce identique à la précédente. Mais il y a une différence fondamentale, un abîme entre sa perfection et la mienne, ce que je fais. Même si cela présente ce que certains pourraient appeler un défaut, une légère variation, une marque de la main, n'est jamais moins vivant que ce que fait la machine. Cette imperfection apparente n'est pas une erreur. C'est l'empreinte incomparable de la main humaine, de l'intuition qui s'adapte aux matériaux, de la connexion profonde avec chaque fibre. C'est ce qui lui confère du caractère, une singularité irremplaçable et une beauté intrinsèque que la perfection froide et uniforme du mécanique ne peut tout simplement pas atteindre. Mes chaussures respirent. Elles vivent. Chapitre 4. La perfection humaine. L'âme dans l'imperfection. Et c'est précisément cette imperfection, cette empreinte unique de mon art, qui fait que lorsque la personne enfile la chaussure, elle se transforme d'une manière presque magique en une chaussure absolument parfaite à son propre pied. Ce n'est pas une contradiction, c'est la manifestation suprême de ma sensibilité, d'une flexibilité inhérente au design et à la construction qui permet à la chaussure de ne pas être une structure rigide, mais de respirer, de s'adapter et de fusionner de manière organique avec l'individualité, l'anatomie unique et les mouvements de chaque utilisateur. C'est comme si la chaussure comprenait le pied. En plus de mon habileté manuelle, j'ai la liberté et la connaissance de sélectionner des matériaux que peu d'usines utilisent. Alors que les grandes productions se limitent à ce qui est standardisé et économique, je peux choisir parmi différents types de fils, chacun avec sa propre résistance et son éclat des textures de cuir qui racontent une histoire au toucher des cuirs de qualité supérieure, soigneusement tannés, qui promettent une durabilité et un vieillissement noble, et des semelles spécifiques, conçues pour un type de foulée ou d'usage précis. Ce choix minutieux de chaque composant est une extension directe de ma philosophie, recherchant l'excellence et l'authenticité dans chaque élément de la chaussure. C'est le premier pas pour construire cette ergonomie parfaite, cette durabilité exceptionnelle et cette esthétique unique qui ne sont obtenues qu'avec une dévotion pleine et une connaissance approfondie allant de la matière première au dernier point. Chapitre 5. Le cordonnier illuminé. Le yoga co-créateur. Enfin, ce qui définit réellement le cœur de le yoga du cordonnier va au-delà de la technique et de la matière. C'est la connexion humaine, l'interaction avec la personne à qui la chaussure est destinée. Je peux fabriquer la chaussure avec l'acheteur lors de sa personnalisation. Cela signifie que je ne fabrique pas seulement un objet, je co-crée une expérience, un dialogue continu entre mon art et le désir de la personne. Le processus implique une immersion. J'écoute attentivement leurs histoires, leurs défis, avec d'autres chaussures qui ne leur ont jamais bien chaussé. Leurs désirs les plus profonds de confort, de style, d'expression personnelle. Je les guide à travers les possibilités infinies, les aidant à choisir les matériaux, à visualiser le design, à sentir comment sera l'ajustement. Je leur donne voix dans chaque décision importante, faisant en sorte que chaque choix, aussi petit soit-il, paraisse crucial et personnel. Et c'est dans ce processus d'écoute et de co-création que je réalise quelque chose de vraiment magique. Le client a le sentiment d'avoir lui aussi fait ses propres chaussures. Cela transforme la chaussure d'un simple accessoire en une extension vivante de leur propre identité. Une pièce unique, faite sur mesure, presque une partie d'eux-mêmes. Elle devient un reflet tangible de leur personnalité, de leurs besoins et de leurs rêves. C'est le sommet de ma pratique, la manifestation la plus élevée de mon yoga du cordonnier, la pleine conscience s'étend non seulement à la manipulation du matériau, mais aussi à la connexion profonde avec la personne qui va la porter.
c'est leur offrir une création qui est, en essence, une partie de leur être. C'est le véritable art du yoga du cordonnier, trouver la transcendance et la perfection dans l'union de l'habileté, de la conscience, de l'amour du détail et de l'âme humaine qui est infusée dans chaque point. C'est créer non seulement des chaussures, mais une expérience de bien-être qui commence aux pieds et s'étend à l'esprit.